Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce lundi, Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien chef de l'État est poursuivi pour corruption et trafic d'influence aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Les juges soupçonnent l'ancien président d'avoir tenté d'obtenir des informations confidentielles sur une autre affaire le concernant. Les explications de Constance Meyer. Ce matin, Nicolas Sarkozy a rendez-vous avec la justice. Pour la première fois sous la Ve République, un ancien chef d'État est jugé pour corruption et trafic d'influence dans le cadre de l'affaire dite des écoutes. Tout commence en 2013. Nicolas Sarkozy est placé sur écoute par les juges. Ils le soupçonnent d'avoir reçu des financements libyens pour sa campagne présidentielle de 2007. Les policiers découvrent alors qu'il utilise une ligne secrète sous l'alias Paul Bismuth pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. Selon l'accusation, des conversations révèlent que les deux hommes ont tenté d'obtenir des informations confidentielles sur une procédure en cours auprès du haut magistrat Gilbert Azibert. En échange, Nicolas Sarkozy lui aurait promis de l'aide pour obtenir un poste qu'il convoitait à Monaco. Les trois hommes seront sur le banc des accusés jusqu'au 10 décembre. L'ex-chef de l'État de 65 ans, qui a toujours nié les faits, promet de se rendre combatif au tribunal. Il encourt 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Et justice toujours avec le procès des attentats de 2015 à Paris qui doit reprendre ce matin après 3 semaines d'interruption en cause l'état de santé de l'un des principaux accusés et une incertitude qui plane toujours sur le déroulement des audiences. En politique, notez que Renaud Muselier est l'invité ce matin des 4V. Le président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, répondra aux questions de Caroline Roux après le journal de 7h30. Demain soir, Emmanuel Macron s'adressera une nouvelle fois aux Français. Pas de déconfinement, mais un assouplissement du confinement en 3 temps. C'est la formule qui devrait être privilégiée par l'Élysée suite à l'amélioration des derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19. Les Français sont suspendus aux annonces du chef de l'État pour savoir comment ils pourront célébrer Noël. Cassandre Mallet. Retrouver sa vie d'avant, marcher librement dans la rue ou encore fêter Noël. Le gouvernement s'apprête à assouplir le confinement en 3 étapes. Première échéance autour du 1er décembre avec la réouverture des magasins de jouets, des fleuristes ou encore des librairies. Un protocole renforcé sera mis en place avec par exemple une jauge non plus de 4 mais de 8 mètres carrés par personne. Deuxième étape, autour du 18 décembre pour les vacances de Noël, les Français devraient pouvoir se déplacer librement. Selon un conseiller ministériel, les règles seront assouplies. Si la situation s'améliore, il n'y aura pas besoin d'attestation pour circuler à Noël. Dernière date, début janvier avec la réouverture des lieux où le port du masque est impossible, c'est-à-dire les bars, les restaurants et les salles de sport. Le chef de l'État s'exprimera demain à 20h pour annoncer ces assouplissements. Et toujours sur le front de l'épidémie de Covid-19, des tests antigéniques mis en place dans les lycées d'Île-de-France. Il s'agit en fait d'opérations pilotes de dépistage menées dès aujourd'hui dans une 30aine d'établissements de la région parisienne à destination des personnels, mais aussi des élèves volontaires. Des tests qui se dérouleront sur plusieurs semaines. Explication Muriel Rousselin. Ce dépistage réalisé en EHPAD se fera désormais aussi dans des lycées, des lieux désignés comme prioritaires au déploiement de tests antigéniques. Avec un résultat rapide, 15 à 30 minutes pour savoir si on est positif au Covid. Le personnel et les élèves volontaires d'une 30aine de lycées en Île-de-France vont être testés sur plusieurs semaines. Objectif, identifier les personnes porteuses du virus et rompre rapidement les chaînes de contamination. Car le nombre de classes fermées à cause du coronavirus augmente. La semaine dernière, 142 classes et 21 établissements étaient fermés. Des opérations pilotes prévues avant un déploiement à plus grande échelle. Selon le ministère de la Santé, plus d'1 million de tests antigéniques devraient être déployés pour les enseignants et les personnels de l'éducation nationale. Et au cœur de cette crise, une initiative solidaire, celle d'un hôtel de Montmartre privé de touristes qui a choisi de mettre ses chambres à disposition de femmes sans abri. Une bonne nouvelle au moment où la crise sanitaire met sous tension l'hébergement d'urgence en Île-de-France. Clément Pravaz. En plein confinement, cet hôtel 3 étoiles affiche un fort taux d'occupation. À l'intérieur, pas de touristes ou de vacanciers. 37 femmes enceintes ou ayant accouché récemment, ainsi que 58 enfants n'ayant pas de domicile, y sont logés par l'association Basiliade. Il n'y avait pas d'endroit où aller, je ne connaissais personne
Du coup, j'ai dormi 3 jours à la gare du Nord. Je suis restée 3 nuits là-bas. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré un des centres d'accueil du jour. L'hôtel est loué pour 2 ans avec l'aide de l'État et de la région. Pour son propriétaire, les 600 000 € de loyer annuel arrivent au bon moment alors que son activité est fortement impactée par la crise sanitaire. Effectivement, cette solution, elle nous permet de garder les salariés, de travailler comme on a l'habitude de faire. Voilà. C'est moins que le tourisme, c'est clair, mais au moins ça va nous permettre de passer cette période de crise. L'hiver dernier en Île-de-France, environ 700 enfants dormaient dehors. Certains sont même nés dans la rue. En 2 ans, leur nombre a été multiplié par 3. Le Brexit est effectif depuis janvier dernier, mais ses conséquences se feront surtout sentir en janvier prochain. À Roscoff, dans le Finistère, les pêcheurs s'inquiètent de leur accès aux eaux du Royaume-Uni, où les poissons sont nombreux. Les Britanniques craignent, eux, de ne plus pouvoir débarquer en France leurs marchandises. Les explications d'Émilie Béroux. Ces pêcheurs français ne pourront peut-être bientôt plus pêcher dans les eaux britanniques. Tous redoutent la mise en place d'un Brexit dur au 1er janvier. Une décision qui pourrait restreindre leur accès aux ressources anglaises. On perd une zone de pêche historique qui nous représente 40% de notre chiffre d'affaires. Donc il va falloir se reporter sur d'autres zones avec toutes les problématiques que ça implique. Le terrain de jeu, entre guillemets, va se rétrécir, donc on va se retrouver à une concentration de bateaux beaucoup plus importante sur une zone plus restreinte. Si les pêcheurs français sont privés de zones de pêche britanniques, les marins anglais pourraient eux aussi être directement impactés. Ben Letty craint de ne plus pouvoir débarquer ses marchandises sur le port, vendues à meilleur prix en France que sur la côte anglaise. Cela se passe très bien ici, donc c'est un peu inquiétant. Je préférerais débarquer mon poisson ici comme nous l'avons toujours fait. À un mois des négociations, l'Angleterre reste ferme et souhaite pour l'instant garder le contrôle total de ses eaux. On part au Guatemala où des habitants ont repris leur manifestation contre le pouvoir en place. Le vote d'un budget qui néglige la santé et l'éducation pour privilégier les intérêts du secteur privé est à l'origine de cette opposition de rue. Symbole fort de la colère de la population, l'incendie du siège du Parlement guatémaltèque samedi dernier dans le centre historique de la capitale du pays. Aux États-Unis, Joe Biden devrait annoncer demain les noms des premiers membres de son futur gouvernement. Donald Trump, lui, s'entête et refuse toujours de reconnaître sa défaite malgré l'échec de ses recours. À l'international, le président américain a fait une apparition éclair lors de la visioconférence du G20, Arthur Nice. Une apparition furtive au G20. Seul moment, Donald Trump enfile son costume de chef de l'État et prend le temps d'enregistrer une vidéo défendant sa décision de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris n'a pas été conçu pour sauver l'environnement. Il a été conçu pour tuer l'économie américaine. Un passage diffusé hier. Mais à l'heure où devait débuter la première réunion, le président sortant se rendait vers son passe-temps favori, son parcours de golf. Pendant ce temps-là, son successeur est déjà au travail, affirmant que les États-Unis respecteraient l'accord de Paris. Trump, de son côté, se refuse d'accepter sa défaite. Pire, il retarde la transition du pouvoir en bloquant les fonds pour la future administration Biden. Et ses actions en justice sur les résultats des élections sèment le trouble dans la passation de pouvoir. Donald Trump rejette la démocratie et il tente par ses actions en justice d'amener les responsables électoraux à essayer de renverser la volonté des électeurs. C'est corrosif, c'est nuisible. Alors que la crise du Covid-19 sévit aux États-Unis avec un triste record, 256 000 décès et plus de 12 millions de cas, Joe Biden annoncera mardi une partie de son futur gouvernement. Et on termine, Laurent, avec ces images traditionnelles. La plus belle avenue du monde s'est illuminée hier soir. Des lumières de Noël qui enchanteront l'avenue pendant les fêtes sur le thème flamboyance qui avait fait briller Paris de rouge et écarlate déjà l'année dernière. Évidemment, l'ambiance sera moins festive cette année, Laurent. Merci Jérôme, merci Jean-Christophe. Oui, très très belles images, mais moins impressionnantes sans doute que celles que nous verrons plus tard quand il s'agira d'expulser M. Trump de la Maison-Blanche. Là, ça sera impressionnant. On le garde pour vous dans Télématin. Exclu. Ah oui.